Bien, deuxième grande partie de l'analyse de ISLM, la courbe LM, qui est la deuxième courbe de l'équilibre ISLM et du graphique ISLM. Et c'est la rencontre entre la courbe IS et la courbe LM qui fixera le taux d'intérêt d'équilibre et le revenu d'équilibre. Alors la courbe LM, qu'est-ce qu'elle est censée représenter? Elle est censée représenter l'ensemble des équilibres sur le marché de la monnaie. Et la monnaie, eh bien, comme n'importe quel marché, fait se rencontrer deux types d'agents, des offreurs et des demandeurs. Dans l'équilibre sur le marché de la monnaie, c'est équilibre offre égale demande. Pour analyser LM, eh bien, il faut analyser dans quelle mesure l'offre ou la demande, eh bien, dépend des deux variables importantes de ISLM, je vous le rappelle, le revenu national et le taux d'intérêt. Une autre différence entre l'approche keynésienne et l'approche classique, c'est que l'approche classique ou néoclassique, si vous voulez, considère que la monnaie et l'offre et la demande de monnaie déterminent le niveau général des prix. Dans l'approche keynésienne, l'équilibre sur le marché de la monnaie fixe un taux d'intérêt. Donc en fait, LM, dans notre histoire, ça va nous permettre de fixer le niveau du taux d'intérêt d'équilibre. Et quand on aura le taux d'intérêt d'équilibre, on regardera dans les équations de la courbe IS et IS nous permettra de fixer le revenu d'équilibre en fonction de ce taux d'intérêt déterminé sur le marché de la monnaie. Évidemment, il va y avoir des échanges entre IS et LM sur le marché de la monnaie et donc sur le marché des biens et services. Il va y avoir des va-et-vient qu'on va analyser pour voir comment les deux vont se fixer pour fixer à la fois un équilibre sur le marché de la monnaie et à la fois un équilibre sur le marché des biens et services. Alors, il faudrait qu'on réécrive ça parce que c'est mal écrit. En fait, ici j'ai écrit la courbe LM, donc représente tous les équilibres sur le marché de la monnaie, mais l'équilibre sur le marché de la monnaie, donc l'égalité entre l'offre et la demande de monnaie, on va pas l'écrire O égale D parce que souvent O égale D c'est plus pour représenter l'équilibre sur le marché des biens et services. On va renommer ça, on va appeler ça MS ou MO si vous préférez, offre de monnaie égale LD. LD peut-être parce que L c'est les liquidités. Alors le plus simple c'est l'analyse de l'offre de monnaie parce qu'en fait comme pour les dépenses publiques, l'offre de monnaie est exogène. Elle est extérieure au système et donc on va la prendre comme on nous la donne ou comme l'exercice ou l'analyse nous impose de la prendre, c'est-à-dire en fait elle est déterminée, donc l'offre de monnaie est déterminée par les autorités monétaires. Alors, je vous fais pas un cours sur la monnaie, mais l'offre de monnaie c'est en fait ce qu'on appelle la masse monétaire. La masse monétaire elle est en fait calculée en fonction de différents agrégats M1, M2, M3. Mais essentiellement, la masse monétaire ou l'offre de monnaie, elle est contrôlée par les autorités monétaires. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Les autorités monnaie, n'importe quoi. Les autorités monétaires. Voilà. C'est-à-dire que les autorités monétaires regardent quelle est la quantité de monnaie en circulation et en fonction de certains objectifs de politique publique, décident d'augmenter ou baisser la masse monétaire. On va voir que c'est pas forcément très réaliste, mais qu'en fait, on retombe bien sur nos pieds. Parce que si vous regardez comment par exemple, se fixe l'offre de monnaie ou la masse monétaire en Europe, très clairement, la Banque Centrale Européenne ne décide pas de la masse monétaire, mais elle essaye de la contrôler par un contrôle du taux d'intérêt. Et ici, en fait, on a un raisonnement un petit peu inverse, c'est-à-dire on dit que l'autorité monétaire ou la Banque Centrale contrôle la masse monétaire et va se fixer, donc en fonction de la masse monétaire qui a été décidée de manière exogène, se fixera un taux d'intérêt. Donc c'est un peu le raisonnement inverse alors que la réalité voudrait qu'en fait les autorités monétaires fixent un taux d'intérêt directeur et en fonction de ce taux d'intérêt directeur, la masse monétaire en découle. Donc l'offre de monnaie c'est facile, c'est contrôlé par les autorités monétaires et c'est exogène, on la prend comme on nous indique qu'il faut la considérer. Maintenant la demande de monnaie. Alors la demande de monnaie, LD, cette demande de monnaie en fait elle a plusieurs formes. Je vous rappelle que ISLM, comme on a dit tout à l'heure, ISLM c'est un graphique avec un taux d'intérêt et en ordonnée et le niveau de revenu national en abscisse. Et en fait la demande de monnaie elle va se décomposer en deux grandes parties. Une première demande de monnaie qui va LD1 qui va dépendre du revenu et une deuxième demande de monnaie LD2 qui va dépendre du taux d'intérêt en fait. Et on va les additionner. Et l'addition des deux nous donnera la demande globale de monnaie. Donc la demande globale de monnaie, elle dépend à la fois du taux d'intérêt et du revenu. C'est pratique puisqu'on a un graphique avec taux d'intérêt et revenu dans les axes. Pour comprendre la demande de monnaie, il faut déjà faire un point, on va dire, de cours, qui sont les motifs, ce qu'on appelle les motifs de détention de la monnaie. Donc traditionnellement, on a trois motifs de détention de la monnaie. On a un premier motif qui s'appelle le motif de transaction. Qu'est-ce que ça veut dire le motif de transaction? Ça veut dire que vous avez travaillé
Et contre ce travail, on vous verse un salaire. Pourquoi on vous verse un salaire? Parce que contre ce travail, on vous rémunère et cette rémunération vous permet en retour d'acheter des biens et services. Donc vous vous souvenez du circuit économique, on a les entreprises, les ménages, les entreprises versent le revenu sous forme de salaire, profit, et en contrepartie de quoi? Parce que les ménages ont proposé du capital et du travail. Leur salaire fait partie du revenu, il y a aussi les profits, ça permet de payer des impôts, ça permet d'épargner et surtout, ça permet de faire fonctionner le circuit économique, c'est-à-dire ça permet de consommer. Pour faire tout ça, il faut qu'on puisse échanger des biens. Alors, il y aurait plusieurs possibilités. On pourrait utiliser des sortes d'échanges réels, c'est-à-dire imaginons que l'individu travaille chez Peugeot, il offre sa force de travail et on pourrait imaginer que au lieu de se faire payer tous les mois en euros, l'individu se ferait payer tous les 8 mois, par exemple. Imaginons qu'il gagne, imaginons qu'il gagne 1000 euros par mois. Tous les 8 mois, il pourrait se faire payer en voiture. Donc tous les 8 mois, l'individu toucherait l'équivalent d'une voiture de 8000 euros. Ce serait des échanges réels, c'est-à-dire l'individu toucherait une partie du produit que l'entreprise a permis de fabriquer. Sauf que ça se passe pas comme ça. Les individus, en réalité, ils se font payer en billets de banque. Pourquoi ils sont payés en monnaie? Parce que c'est pratique, ils peuvent acheter d'autres choses que des voitures. Ça résout, encore une fois, si vous voyez un cours d'économie monétaire, vous comprenez l'utilisation de la monnaie et l'intérêt de la monnaie. Et l'intérêt de la monnaie, c'est donc de faire des transactions. Ça permet éventuellement de temps en temps d'acheter des voitures, mais ça permet aussi d'acheter à manger, ça permet de payer le loyer, etc., etc. Et donc, l'entreprise qui rémunère le travailleur ne dispose pas de monnaie. Donc il va falloir, pour payer le travailleur, que l'entreprise demande de la monnaie et demande de la monnaie à la banque. Vous voyez bien qu'il y a un secteur, on va dire, un secteur réel dans lequel il y a une offre et une demande de biens, il y a un échange de travail, mais il y a un moment donné, pour payer et rémunérer le travail, pour pouvoir échanger des biens entre toutes les entreprises et tous les ménages, il faut à un moment donné passer par la monnaie qui est créée par la banque centrale. Et donc, le motif de transaction, c'est précisément ça. C'est la demande de monnaie qui provient des individus pour pouvoir acheter ce qui a été produit. Donc ça, c'est ce qui a été produit. Il faut pouvoir l'échanger et le faire circuler. La demande de monnaie pour motif de transaction, LD, elle dépend fondamentalement du revenu. Pourquoi? Parce qu'on demande de la monnaie pour pouvoir échanger les produits et le produit c'est le revenu, les produits qui ont été fabriqués. Cette quantité qu'on demande, elle va dépendre d'un certain nombre de paramètres, notamment ce qu'on appelle la vitesse de circulation de la monnaie. Encore une fois, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais fondamentalement, c'est une fonction croissante du revenu. Plus les entreprises produisent des voitures, des grille-pains, etc., plus on fabrique ça, plus on demande de la monnaie qui va nous permettre tout simplement de les échanger. Autre motif, le motif de précaution. Alors ce motif-là, c'est un motif qui est pas très analysé dans les cours, dans la plupart des cours qui sont donnés, en tout cas la plupart des cours que j'ai pu lire ou que j'ai pu étudier à l'université ou dans les manuels. Et c'est un motif qui, en fonction des présentations, dépend soit du revenu, soit du taux d'intérêt. Donc c'est pas très clair dans les différentes présentations qu'on peut avoir en fonction des manuels si le motif de précaution dépend du revenu ou du taux d'intérêt. Mais en tout cas, la plupart du temps, la demande de monnaie pour motif de précaution, c'est une fonction croissante du revenu. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On demande de la monnaie pour se prémunir des incertitudes, des aléas futurs. On constitue en fait une forme d'épargne de précaution sous forme liquide. C'est-à-dire qu'on essaye de garder un peu d'argent sous son matelas au cas où il y a un problème. Et là, on pourrait utiliser directement cet argent liquide. Soit vous gardez ça sous forme de billets sous votre matelas, mais vous pouvez aussi garder cet argent liquide à la banque, mais de manière non rémunérée. C'est-à-dire ce sont des liquidités. Et c'est une fonction croissante du revenu parce que plus vous gagnez de l'argent, plus vous gagnez du revenu, plus les individus vont prendre une partie de ce revenu pour le conserver sous forme liquide en monnaie. Évidemment, quand le revenu diminue, c'est pour ça que c'est une fonction croissante du revenu, quand le revenu diminue, on a moins d'argent, donc on a moins de possibilités de demander de la monnaie pour se prémunir des aléas, puisque là on est clairement, quand le revenu baisse, on est clairement dans une situation qui est plus difficile et donc dans ce cas-là, c'est là où on puise dans ces liquidités, dans cette monnaie qu'on avait gardée sous forme liquide. Donc on a vraiment un lien direct entre le motif de transaction et le motif de précaution, en ce sens que précaution et transaction impliquent que il y a une demande de monnaie qui dépend du revenu et cette demande de monnaie, elle est croissante du revenu. Plus le revenu augmente, plus je demande de monnaie pour motif de transaction et pour motif de précaution. Le troisième motif qui est très important,
C'est le motif de spéculation. C'est-à-dire qu'on demande de la monnaie ou pas pour spéculer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, vous avez deux solutions quand vous épargnez. Dans la théorie, on va dire keynésienne, enfin ISLM c'est une représentation de la théorie keynésienne, quand vous épargnez, vous avez le choix en fait entre conserver votre épargne sous forme liquide. Alors vous voyez que vous pourriez garder votre épargne sous forme liquide parce que vous voulez vous prémunir de l'avenir. C'est ce qu'on a dit pour le motif de précaution. Donc c'est pour ça que le motif de précaution, dans certaines présentations, on le trouve aussi comme une fonction décroissante du taux d'intérêt. Donc, je peux garder mon épargne soit sous forme liquide, un compte en banque non rémunéré ou de l'argent liquide sous mon matelas ou dans un coffre-fort ou dans un trou au milieu du désert du Nouveau-Mexique, ou bien je décide de garder mon épargne sous forme de titre. C'est-à-dire actions, obligations. C'est pour ça qu'on parle du motif de spéculation, parce que je pourrais spéculer en bourse. Obligation, c'est simplement je prête de l'argent et puis on me donne du revenu. C'est un titre, mais c'est essentiellement l'idée de prêter de l'argent et de se voir rémunérer. Le fait de prêter de l'argent à quelqu'un, à une institution, ça peut être du bon du trésor, ça peut être différentes choses. Donc j'ai ce choix entre garder mon épargne sous forme liquide ou garder mon épargne sous forme de titre. Et sous forme de titre, c'est pas liquide, c'est-à-dire que quand vous détenez un titre de créance, quand vous détenez un titre de propriété, par exemple une action ou une obligation, eh bien, si vous voulez vous en débarrasser pour récupérer de la monnaie, il va falloir trouver un acheteur, il va falloir le vendre, il va falloir, vous voyez, vous avez du temps, vous avez des coûts parce que vous avez par exemple des frais de dossier à la banque, ce genre de choses, et donc c'est pas très liquide. C'est-à-dire vous pouvez pas le transformer en monnaie immédiatement et sans coût. Et donc, cet arbitrage entre le fait de garder de l'argent sous forme liquide ou sous forme de titre, il se fait en fonction du taux d'intérêt. C'est-à-dire, quand le taux d'intérêt est fort, il rémunère bien le fait de prêter son argent sur le marché des capitaux, et donc je vais avoir tendance à placer mon épargne sous forme d'obligation, ou je vais avoir tendance à acheter des actions, parce que quand le taux d'intérêt augmente, le prix des actions baisse. Je ne vais pas dans le détail, mais c'est pour les mêmes raisons que l'actualisation quand on a parlé de l'investissement, c'est pour les mêmes raisons. Mais retenez généralement que quand le taux d'intérêt augmente, eh bien j'ai intérêt donc à prêter mon argent, c'est-à-dire à le placer sous forme de titre, c'est-à-dire à acheter par exemple une assurance vie qui est bien rémunérée, mais qui me permettra pas de récupérer mon argent quand je le veux. Et puis quand le taux d'intérêt baisse, eh bien c'est moins intéressant de détenir sous forme de titre, j'ai peut-être plus intérêt à le garder sous forme liquide, parce qu'au moins, même si c'est pas très bien rémunéré, si je le place, et si je le place pas, au moins je l'ai sous la main, et si j'ai un problème, je peux l'utiliser immédiatement. Et donc, le motif de spéculation, il nous informe que, en fonction du taux d'intérêt, les individus vont choisir de demander de la monnaie, ou alors au contraire de ne pas demander de la monnaie, mais au contraire de placer leur épargne sous forme de titre. Donc au final, on a une demande de monnaie qui est égale à LD1 qui dépend du revenu. Ça, c'est motif de précaution et motif de transaction, principalement motif de transaction, plus une demande de monnaie pour motif de spéculation et d'une certaine manière pour motif de précaution qui dépend du taux d'intérêt mais qui dépend négativement, qui est décroissante du taux d'intérêt. Quand le taux d'intérêt augmente, je place plutôt en titre, donc je demande moins. Vous voyez, si ça augmente le taux d'intérêt, je demande moins de monnaie pour motif de spéculation. Et quand le taux d'intérêt baisse, c'est pas très intéressant de placer en titre, je vais plutôt garder de la monnaie sous forme liquide, donc je vais demander de la monnaie. Et là, quand le revenu augmente, s'il augmente, j'ai beaucoup de transactions à faire parce qu'il y a plein de produits qui ont été fabriqués, j'ai plein de revenus, il faut maintenant que je l'utilise pour acheter des choses. Et pour acheter des choses, il me faut de la monnaie, donc je demande de la monnaie.